Bonjour les geeks et bonjour les geekettes. Aujourd'hui, un 101%. Aujourd'hui, un 101% hors du commun avec le reportage sur Tom Clancy's Hawks, Le Temps Perdu, Rétro et Magique. C'est pas possible là, attends, aujourd'hui c'est infernal. D'habitude il y en a toujours un petit peu de bruit, mais là... Bon, attends. Je vais monter 2 secondes, l'heure d'air de se calmer, et on regarde les news pendant ce temps-là. Vous avez sûrement entendu parler de Puzzle Quest Challenge of the Warlords, le hit de Steve Faulkner qui avait su adroitement combiner puzzle et RPG sur quasiment toutes les plateformes du marché. Un nouvel épisode se présente, il s'agit de Puzzle Quest Galactrix. Adieu le médiéval fantastique, cette suite est teintée de science-fiction. Le gameplay reste sensiblement le même, mais l'on dirige cette fois un vaisseau spatial qui possède des boucliers. Et surtout, les gemmes de la grille de combat sont devenues des hexagones. Et même s'il faut toujours rassembler des gemmes de la même couleur, ceci complique tout le gameplay. Pour donner un avant-goût aux joueurs, les développeurs ont eu la bonne idée de mettre en ligne une démo jouable en Flash. Vous pouvez ainsi vous essayer au jeu à cette adresse. Puzzle Quest Galactrix est pour le moment annoncé sur PC, DS et Xbox Live Arcade. The greatest city in the world. Grand Aegis Rome est la suite de Imperium Romanum, un city builder à l'époque de l'Empire romain, sorti il y a un an dans un relatif anonymat. Sorte d'héritier de la série Caesar, le jeu propose donc aux joueurs de construire sa propre ville, de glaner les ressources nécessaires pour survivre et de faire la guerre, bien entendu. Pour ce second volet, toujours sur PC uniquement, on annonce un système économique plus complet, 40 missions au déroulement non linéaire, mais surtout un système de bataille plus riche. Le jeu Daemimont Multimédia, développeur de la série, spécialisé dans les jeux de stratégie, devrait sortir le 26 février prochain chez nous. The fate of the Eternal City lies in your hands. Voici les dernières images du RPG russe Age of Pirates 2, City of Abandoned Ships, qui se consacre à l'univers de la piraterie sur PC. Le joueur se verra proposer le choix entre 3 classes de personnages, marchands, corsaires et aventuriers. Exploration et découverte des terres inconnues à pied, combat à l'épée, traversée des mers sur divers bateaux, commerce, raids sur des villes et des cités fortifiées, tout cela est au programme de ce titre full 3D. Le développeur Seaward nous promet également de nombreuses quêtes qui joueront sur le folklore et les légendes pirates. Récemment présenté sur Paris par son producteur, Battleforge est un jeu de stratégie en temps réel orienté online, tournant autour de l'utilisation de cartes à collectionner. Le studio allemand responsable de son développement, Phenomic, est un spécialiste du genre RTS. Son fondateur, Volker Wertig, a ainsi créé la saga des The Settlers pour Blue Byte, avant de fonder sa propre société en 1997, qui se consacra essentiellement à la série des Spellforce. Racheté en 2006 par Electronic Arts, le studio porte désormais le nom de EA Phenomic et travaille depuis maintenant plus de 3 ans sur Battleforge. Actuellement en open beta, Battleforge propose aux joueurs de construire son deck à partir de cartes virtuelles représentant une unité, un bâtiment ou un sort. Ces cartes lui permettront de lancer des invocations pour faire par exemple apparaître une armée qu'il dirigera ensuite dans un environnement full 3D, se rapprochant visuellement d'un Warcraft 3. L'ambiance du jeu est en effet fantasy. Le joueur pourra choisir entre 4 pouvoirs différents, le feu, la glace, l'ombre ou la nature, pour affronter des légendes et ainsi gagner de nouvelles cartes. Les joueurs pourront bien sûr s'échanger des cartes et acheter des packs supplémentaires pour se lancer dans les campagnes solo, coopératives ou encore dans des duels PVP. En coop, les combats s'effectueront en équipe de 2 ou 4 joueurs et certaines missions pourront accueillir jusqu'à 12 joueurs simultanément. Basé sur un système de jeu faisant fi de la gestion de ressources ou des temps de latence inhérents aux jeux de stratégie en temps réel, Battleforge est un RTS à la fois dynamique, original et particulièrement ambitieux.
Bah ben là, je reviens de la part du dessus. Je tambourine, je sonne à la porte, rien, pas de réponse. Je crie quand même aux gamins au travers de la porte de se calmer, que nous on travaille. Toujours rien, bon ça c'est normal. La gardienne à ce moment-là, elle était en train de descendre l'escalier. Elle vient me trouver, elle me demande « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» Oh, bon, moi j'explique, hein, tout le tournage, du bruit. Elle se fait rigoler. Alors je lui demande ce qui lui prend. Elle me dit « Oh bah vous arrêtez jamais, hein. Vous savez pas que l'appart il est vide depuis 5 ans ?» Pourtant c'est pas possible ça, attends, nous, tous les jours on en entend du bruit. Tout de suite le reportage sur Tom Clancy's Hawks. Je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Ah, écoute, on entend encore. Good morning, Captain. I'm Major Talbot, and I'll be your flight instructor today. I'm also your passenger here in the back seat, so I'd appreciate it if you didn't crash the plane during the course of today's lesson. Step it up, guys. They're getting too close. Prévu pour la fin 2008 avant d'être repoussé au premier trimestre 2009, Tom Clancy's Hawks devrait finalement sortir en mars sur PC et console next-gen. Présenté à de nombreuses reprises à la presse, ce simulateur de vol orienté action très accessible a été développé par les studios d'Ubisoft situés à Bucarest. Nous avions réalisé à la Games Convention de Leipzig l'interview de son game designer, Thomas Simon, dont nous vous livrons ici quelques extraits habillés des toutes dernières vidéos du jeu. Il aborde les nombreuses fonctionnalités multijoueurs développées pour ce titre, la collaboration du studio avec Dassault, la concurrence, ainsi que le contexte du jeu. Commençons d'abord par ce dernier, situé dans un futur proche, et s'amusant à multiplier les clins d'œil aux différents titres de la licence Tom Clancy, développés par Ubisoft, tels que Ghost Recon Advanced Warfighter et plus récemment Endwar. Donc la première mission du jeu est une sorte de flashback où on rejoue la mission d'air support de Gros 2, donc entre Ciudad Juárez au Mexique et El Paso aux États-Unis, pour aider l'équipe de Ghost au sol. Et ça en fait c'est la dernière mission du joueur en tant que pilote, enfin chef d'escadrille dans une unité d'élite qui s'appelle les Hawks. Hawks ça veut dire High Altitude Warfare et X c'est pour Prototype. C'est une unité d'élite de l'US Air Force qui a été créée pour des opérations spéciales et qui entraîne ses pilotes à voler avec tout type d'avion. Le joueur va aider les Ghosts dans cette mission, mais il va les retrouver par la suite. Même après qu'il ait rejoint la compagnie militaire privée, il va les retrouver dans certaines opérations au cours d'un conflit en Amérique du Sud. Ça, c'est la première partie du jeu, qui va l'emmener dans différentes missions un peu partout. La tension va augmenter entre les États-Unis d'un côté et la compagnie militaire privée de l'autre, autour de ce conflit en Amérique du Sud notamment, qui dégénère totalement, parce que les compagnies militaires privées ont l'occasion de faire d'énormes profits si la guerre continue, alors que les États-Unis veulent de la stabilité dans la région. Le conflit va s'envenimer tellement que ça va déboucher sur une attaque des États-Unis par la compagnie militaire privée. Et le joueur va décider à ce moment-là de rejoindre les Hawks, l'unité va être réactivée et il va se retrouver dans une séquence beaucoup plus intense, plus courte, qui ne se déroule pas sur quelques années, mais sur quelques jours, une sorte de thriller. Ce joueur, c'est David Crenshaw, il a un prénom, c'est celui qui était donc pilote des Black Jaguars en gros. Son identité est mélangée avec celle de l'avion et de l'unité Hawks en fait. Il a ses wingmen avec lui et ils vont vraiment disons, inverser le cours de la guerre, de l'attaque qui va avoir lieu contre les États-Unis, qui est une sorte d'attaque militaire et quasiment terroriste, parce que c'est une attaque vraiment surprise. Et grâce à lui, qui a travaillé pour la compagnie militaire privée et qui connaît ses méthodes et la technologie qu'ils utilisent, ils pourront inverser le cours de la bataille et sauver un certain nombre de situations et de personnes. L'idée pour Ubisoft est donc de créer des ponts scénaristiques entre les différents titres estampillés Tom Clancy. Le joueur assistera par exemple dans Hawks à la destruction du bouclier antimissile dont il est question dans Endwar. Si la campagne de Hawks sera a priori linéaire, les développeurs ont tenu à enrichir le jeu à l'aide d'un système de points d'expérience, sans oublier de nombreux modes multijoueurs aux influences parfois surprenantes. Tout le système d'unlock du jeu est basé sur les points d'expérience. Toute action dans le jeu, que ce soit d'ailleurs pour la campagne ou pour la campagne coopérative ou pour le team deathmatch, donnera des points d'expérience qui vont permettre aux joueurs de monter des niveaux pour débloquer des avions, des armes, de nouvelles skins, etc. Donc, un joueur qui remplit tous les objectifs secondaires, qui vraiment remplit les missions parfaitement, rapidement, etc., aura plus de points pour débloquer plus d'éléments qui pourront le servir soit pour continuer la campagne, soit pour aller jouer en multiplayer avec un meilleur avion par exemple. On a essayé vraiment de développer un système qui ne débouche pas uniquement sur un deathmatch chacun pour soi dans tous les sens, mais jouer sur un peu de tactique et de la collaboration au sein de l'équipe. Donc il y a plusieurs systèmes qui se juxtaposent. D'abord un système un peu à la Mario Kart qui
permet à l'équipe qui est totalement en difficulté, au moment où les unités de support sont gagnées, d'obtenir une unité un peu plus forte. Donc même quand on est en train de dominer, il faut faire attention parce que l'unité, l'escadrille adverse aura une occasion, ou peut-être deux si jamais elle survit encore, d'inverser le cours de la bataille. Donc les points, en fait, toutes les actions qu'on fait dans le jeu, toutes les destructions, les assists, l'utilisation d'armes spéciales pour dévier un missile qui allait attaquer un teammate, vont donner des points qui vont s'accumuler jusqu'à ce qu'un support, donc ça peut être un boost pour l'armement, des drones pour réparer les avions, une explosion électromagnétique qui va désactiver les systèmes des autres et les faire partir en décrochage, ou une limite d'altitude, sinon les unités seront détruites par des missiles. Toutes ces choses-là sont gagnées par l'accumulation de points. Il y a ensuite un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le streak system, qui va en fait marquer dans l'équipe adverse celui qui est en mode rampage, qui est en train de tout détruire. Et plus il tue, plus il va rapporter de points si on l'abat. Donc au fur et à mesure, les autres joueurs vont se diriger vers lui, alors que les autres, grâce à un système de requêtes pour de l'aide, vont être au courant et vont pouvoir aller le protéger. Donc ça, c'est l'idée vraiment du système, c'est essayer de créer vraiment un dogfight super intense, mais avec des règles à l'intérieur pour que ce soit pas juste je vois, je tire. Pour moi, la campagne coopérative, c'est peut-être le mode multiplayer le plus intéressant. Il est totalement transparent, c'est-à-dire c'est jump in, jump out. On peut rejoindre la campagne à n'importe quel moment. On peut commencer tout de suite à rejoindre la campagne d'un ami qui est en train de jouer si on a envie. C'est libre. Tous les points qu'on va gagner en jouant chez les autres vont être accumulés chez soi pour débloquer de nouveaux avions. Donc c'est vraiment totalement transparent. Futuriste et fun, Tom Clancy's Hawks n'en est pas moins réaliste. De nombreux avions réels ont ainsi été reproduits, un grand nombre ayant d'ailleurs fait l'objet de simulations de vol telles que le F-22 Raptor, l'Eurofighter Typhoon, le F-14 Tomcat ou encore le F-15 Strike Eagle. Les spécialistes du genre seront ainsi un ciel connu, les développeurs ayant de plus collaboré avec certains constructeurs pour travailler à partir de données réelles. On a travaillé avec Dassault depuis très longtemps, ils connaissent le jeu depuis les tout premiers temps que notre directeur créatif a commencé à essayer de voir ce que pourrait être le combat aérien dans l'univers Clancy. Ils ont été très intéressés bien sûr parce que Ubisoft est une compagnie française, ça ne gâche rien. Ils sont venus nous voir lors des Ubi Days, ils ont joué, on leur a expliqué, ils ont vu leurs avions. Ils sont vraiment très satisfaits de la manière dont le Rafale notamment est présenté dans le jeu. Ils sont très satisfaits aussi de voir que toute l'historique des avions d'assaut est présente depuis donc les premiers Mirages jusqu'au Jaguar, etc. Ils ont d'ailleurs joué et ils étaient vraiment très satisfaits. Ils nous ont dû dire des super répliques d'avions magnifiques. Lorsque l'on aborde le genre dogfight simulation sur console, on pense bien sûr à l'incontournable série Namco Ace Combat. Une référence que les équipes Ubisoft ont bien sûr étudiée afin de s'en démarquer. En ce qui concerne la relation entre Hawks et Ace Combat, on nous a beaucoup parlé. Avant toute chose, on voudrait dire qu'on respecte énormément Ace Combat. Ils ont vraiment établi des standards dans le jeu d'avion et que tout le monde utilise maintenant. Mais on pensait qu'il était temps peut-être de rafraîchir un peu l'univers et le gameplay parce que le jeu était un peu prisonnier de ça depuis un moment. Et on a choisi déjà de mettre le jeu dans un univers totalement réel. Donc c'est les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afghanistan, ça va être Rio de Janeiro, ça va être Cap Canaveral, avec des données satellites d'une qualité extrême. Donc c'est vraiment l'environnement tel qu'il existe depuis le ciel. Et la deuxième chose, on a voulu vraiment rafraîchir le gameplay. Et c'est là qu'on a créé le concept de l'assistance on et off. Assistance on où on a toutes les sécurités de l'avion activées, on a le système de réalité amélioré pour générer des trajectoires d'interception pour éviter des missiles ou pour attaquer un ennemi ou pour attaquer une cible au sol. Et la possibilité de désactiver l'assistance, et ça c'est vraiment l'élément du jeu qui est totalement nouveau, avec tout d'un coup une caméra extérieure qui suit notre avion, l'ennemi ou un missile. On a l'impression de jouer dans un replay. C'est vraiment totalement nouveau, avec des manœuvres qu'on a jamais pu vraiment comprendre quand on était avec une caméra derrière l'avion qui d'un seul coup deviennent totalement logiques et fluides. C'est vraiment une expérience à essayer, tout en étant très accessible. On a travaillé vraiment à fond l'accessibilité, ce qui ne veut pas dire que le jeu n'a pas de profondeur. En fait, il est vraiment facile de prendre en main même le off et de commencer à s'amuser. Et on se rend compte qu'il y a énormément de marge de progression pour optimiser, notamment en team deathmatch, réussir à faire les manœuvres parfaites au bon moment pour contrer un adversaire, se retrouver derrière et l'abattre. Très attrayant, ce jeu profite de la licence Tom Clancy qui a déjà séduit de nombreux joueurs avec quelques excellentes productions Ubisoft telles que Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Rainbow Six Vegas ou encore Splinter Cell Chaos Theory. Tout en relançant un genre déserté, la simulation de vol arcade. On l'attend donc avec impatience pour confirmer notre feeling positif.
non, c'est pas des conditions pour bosser, ça. Hein. Et encore, si avec le bruit au-dessus, il y en a aussi à la cave en dessous, dans les tuyaux. Et ça fait longtemps. Hein. Depuis que la chaîne est installée ici, et puis depuis quelque temps, il se passe des choses carrément bizarres. Oh, ça, je vous en parle juste après le temps perdu de Nico Robin. J'ai peur. Bonjour, bientôt la 3ème guerre mondiale, alors pourquoi ne pas s'offrir un joli abri anti-atomique pour toute la famille? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Mario, j'aime pas. Je n'ai jamais aimé et je n'aimerais probablement jamais. Mais si Mario se prend des nions, alors là j'aime bien. Allez savoir pourquoi. Dans Mario Combat, j'ai donc trouvé mon bonheur. Vous contrôlez l'abominable Mario dans un univers presque aussi laid que l'original, et vous devez frapper, cogner, maraver des tortues sans défense jusqu'à être confronté au méchant ultime, Bowser. Là, vous vous en prenez plein la tronche car c'est aussi peu jouable que l'original. Mais vous prenez quand même un certain plaisir à vous battre ainsi et vous continuez à jouer sans trop comprendre pourquoi. Serait-ce lié à ce côté guerrier qui sommeille en chacun de nous? Il est vrai que depuis toujours, la guerre a toujours été jouissive et donc fortement présente dans les jeux vidéo. Prenons par exemple ce fabuleux remake de Doom où il s'agit, je précise pour les néophytes, de massacrer des hordes de monstres et de zombies à grands coups de poing, de flingues et de tronçonneuses. On prend son pied instantanément, on flingue à tout va et on maîtrise rapidement le jeu à la perfection, comme moi actuellement, comme vous le voyez. En effet, je suis un dieu du clavier. À moins qu'en fait... Ah non, il ne s'agit tout simplement que du mode démo. Bref. Nous disions donc que c'est cool de ratiboser des méchants à coups de mitrailleuse automatique dans un univers vidéoludique, et ce quel que soit l'adversaire ou la période décrite. Par exemple, dans Robokill de Rock Solid Arcade, c'est avec un plaisir non fin que l'on extermine de la vermine robotique à tour de sulfateuse. Même si ce jeu est payant pour une version complète, il offre tout de même en démo suffisamment de niveaux pour jouer pendant plusieurs heures. Alors attention, pour profiter de cette offre, il faudra néanmoins jouer sur le site officiel du développeur car il traîne sur d'autres sites des versions beaucoup moins longues. Bon, bien sûr, certains de nos chers téléspectateurs se demanderont si atomiser de la ferraille suffira à étancher leur soif de tripaille et de boucherie à la Cindy. Heureusement, au-delà de la guéguerre intergalactique, il y a aussi le moyen de se friter à l'ancienne contre de petits soldats décérébrés, comme dans Warfare 1917 de Con Artist. Durant la Grande Guerre, comme on l'appelle, nous retrouvons la joie des grands espaces, l'air saturé de gaz moutarde, où nos forces anglaises ou allemandes se fritent gaiement à grands coups de bombes dans la tronche. Il vous faudra donc choisir quelle sorte d'unité vous allez développer et envoyer au casse-pipe en espérant ainsi briser le moral de l'ennemi, remonter une à une toutes les tranchées, éviter l'artillerie et les rafales de tir jusqu'à enfin envahir complètement la zone adverse. Ça explose dans tous les sens, c'est addictif, long, bien foutu. Qu'est-ce que c'est bon la guerre tout de même! Alors voilà, dans plein de jeux vidéo, on se plaît à oxyre, décimer, abattre, assassiner, détruire, écharper, égorger, en un mot, tuer. Et lorsque l'on tombe sur la création expérimentale de Jess Vendrux, c'est bien... Alors s'installe comme une sorte de malaise. En effet, ne comptez pas sur exécution pour vous faire perdre du temps. En soi, il est même possible que vous ne passiez ici que quelques secondes. Mais vous en parlez plus dévoilerait un peu trop le secret qui se cache derrière ce jeu. Sachez donc seulement que vous ne le comprendrez vraiment qu'après avoir tenté une seconde partie. Et là, finalement, loin de votre écran, peut-être occuperez-vous votre temps autrement. Non, parce que je vous ai pas encore tout dit. Jusqu'à maintenant, j'avais pas fait attention, hein, mais là, quand même, je commence vraiment à flipper. Il y a des trucs qui disparaissent. Alors ça, ce serait que le frigo qui se vide. Ok, passe encore, hein. Mais non, c'est tout et n'importe quoi. Des CD, des stylos, une valise pleine de billets même une fois. Et ça arrive toujours dans la même zone. Entre le frigo, ouais, qui est là, le bureau d'Alex en bas, et puis le plateau. Ouais, c'est ça. Ça fait un triangle. Tout de suite, Rétro et magique de Julien Pirou. Lors de l'émission consacrée aux Monty Pythons, nous avions évoqué le jeu inspiré du Flying Circus, développé en 1990 par la société anglaise Core Design.
Le concepteur de ce jeu, Simon Phipps, n'est pas un novice dans le domaine des jeux de plateforme 2D, puisqu'on lui doit quelques-uns des jeux les plus emblématiques de cette période. Ce Retro & Magic lui est consacré. En 1989, la toute jeune société Core Design a besoin d'un titre accrocheur pour se faire connaître sur le marché du jeu vidéo. Ce titre, ce sera le mythique Rick Dangerous, développé à la base sur Atari ST puis porté sur la plupart des ordinateurs de l'époque. Dans ce jeu orienté 100% plateforme, le joueur dirige Rick, explorateur intrépide parti à la recherche des trésors de la tribu des Goulus. Le jeu regorge de clins d'œil à Indiana Jones et Rick, à l'instar du célèbre aventurier, devra survivre à une multitude de pièges au travers de niveaux situés aux quatre coins du globe. Pour s'en sortir, Rick dispose d'un bâton pouvant déclencher les pièges à distance, d'un pistolet et de dynamite, le tout en quantité limitée. Le jeu était dur et sans pitié, et imposait aux joueurs de connaître par cœur chaque tableau, et ce pour les 4 mondes que comptait le jeu. Un game over imposait de recommencer impérativement au tout début de l'aventure. Le level design inspiré et l'humour omniprésent incitaient le joueur à persévérer, surtout grâce au look des ennemis inspiré du dessinateur Mordillo, et à leurs cris que l'on doit à Simon Phipps lui-même. Pour l'anecdote, une petite BD dessinée par Ian Gibson, un des dessinateurs de Judge Dredd, servait de prologue aux aventures de Rick et était incluse dans la première édition du jeu. Pendant le développement de Rick Dangerous, Phipps continua de travailler sur un projet personnel de jeu d'inspiration manga. Ce jeu, nommé Switchblade, sortira finalement dans le commerce en décembre 1989. Ici, Hiro, le dernier survivant d'une lignée de combattants experts en arts martiaux, doit retrouver les fragments d'une épée à même de détruire une entité maléfique ayant plongé le monde dans les ténèbres. L'environnement post-apocalyptique du jeu et son bestiaire, composé de serpents mutants et de cyborg punk, était plutôt surprenant. Contrairement à Rick Dangerous, Switchblade ne proposait aucun scrolling, mais une progression écran par écran ou par portion de décor s'affichant lorsqu'on y accède. Cela procurait un sentiment d'oppression car on pouvait anticiper les ennemis à l'avance. La difficulté provenait aussi du maniement et des coups portés par le héros, dont le type dépendait de la durée de pression du bouton de tir. Le plus gros de l'aventure se déroulait dans les couloirs labyrinthiques d'une cité souterraine, et plusieurs plateformes n'étaient accessibles qu'en jouant sur la profondeur des plans du décor. Une suite verra le jour en 1991, mais Simon Phipps n'aura plus le temps de s'y consacrer. En novembre 1990, Rick revient sur les ordinateurs de ses fans pour une suite lorgnant cette fois-ci du côté de Flash Gordon. Rick doit maintenant faire face à des envahisseurs extraterrestres ayant atterri dans Hyde Park. Embarqué à bord d'une soucoupe, il devra traverser plusieurs régions de la planète Barf, jusqu'à atteindre le quartier général de son ennemi de toujours, le Fat Guy. Ce dernier, simplement évoqué dans la BD accompagnant le premier épisode, est ici un personnage à part entière et sera le boss à battre à la fin du jeu. La team de développement a pris en compte les remarques des joueurs et le jeu est plus long mais aussi moins frustrant. Dorénavant, Rick peut faire glisser ses grenades sur le sol et il est possible de s'entraîner sur les 4 premiers mondes au travers d'un sélecteur de niveaux. Il faudra toutefois compléter ces 4 niveaux d'une traite pour débloquer le 5e. Les actions sont également plus diversifiées puisque Rick pourra maintenant être ralenti par de la boue, traverser des zones où la gravité l'empêche de sauter, ou encore provoquer des réactions en chaîne. Ses ennemis sont maintenant des robots, des slimes inquiétants ou encore des hommes de pierre. Dans le niveau des mines radioactives, on trouve également des taupes, clin d'œil au jeu Imposa Mall sorti la même année. En 1992, Simon Phipps décide de s'éloigner du style rond et cartoon avec Wolfchild. Le joueur y dirige Saul Morrow, dont le père, chercheur en génétique, a été enlevé par les mutants de l'organisation Chimera. Décidé à lui venir en aide, il utilise une invention de son père pour se transformer en hybride homme-loup. Comme dans Switchblade, on a ici affaire à un bestiaire d'ennemis étonnants, composé d'hommes-oiseaux, requins ou caméléons. Malgré ce clin d'œil à l'île de Dr Moreau de H.G. Wells,
Wolfchild reste un jeu plutôt classique, plus axé beat'em all à la Altered Beast que véritablement plateforme. L'action y est omniprésente et la principale difficulté du jeu consiste à trouver la sortie dans les vastes niveaux que compte le jeu. Il est également indispensable de conserver son énergie au maximum, car de cela dépend la transformation en loup-garou. Même s'il fut décliné sur beaucoup de plateformes, dont la Super NES et la Game Gear, le jeu ne bénéficia malheureusement pas du même intérêt que ses prédécesseurs. Après avoir été racheté par Eidos pour travailler sur les premiers Tomb Raider, la société Core Design a finalement cessé d'exister en 2006. Quant à Simon Phipps, il a par la suite participé au développement de Booba & Stick sur Amiga, Shell Shock et Shadowman sur PC, ainsi qu'aux jeux de la licence Harry Potter. Il est actuellement designer en chef au studio de développement Criterion Games. En quelques jeux, il aura réussi à marquer toute une génération et la passion pour un jeu old school comme Rig Dangerous reste toujours intacte chez de nombreux joueurs. Ah, et oui, les geeks et les geekettes, c'est déjà encore une fois la fin de ce 101%, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas trop. Demain, Davy est de retour. Quant à moi, je reviens jeudi avec une super idée de plateau. Examination season, we have snow every year. So take your time and watch your step